Sans son marteau magique, Thor ne serait plus vraiment lui-même. Pourtant un soir, après un plantureux repas un peu trop arrosé, Thor et ses compagnons sombrèrent dans un profond sommeil. Alors un visiteur indélicat pénétra dans le palais, s'empara discrètement du précieux marteau et put s'enfuir sans que personne y prêtât attention. Au matin, quand les dieux constatèrent cette incroyable disparition, ce fut l'affolement. Thor entra dans une fureur aussi terrible qu'inutile. Pour tenter de le calmer, on décida de charger l'astucieux Loki de mener une enquête. Sous le prétexte de se déplacer rapidement, Loki emprunta les ailes en plumes de cygne de la déesse Freya. Il n'en avait pas vraiment besoin, car ses chaussures magiques lui permettaient de se rendre partout. Mais il avait envie de se promener sans peine au-dessus des contrées les plus lointaines. Il apprit que le marteau avait probablement été volé par Thrym, le roi d'un peuple de géants. Pour en avoir la preuve, il survola longuement une immense forêt où il aperçut enfin le roi. Assis sur une colline, comme sur un simple rocher, celui-ci tressait des colliers pour attacher ses redoutables chiens. Thrym reconnut sans difficulté avoir volé le marteau magique, et précisa même qu'il l'avait soigneusement caché à 8 lieues sous terre. Bien que ce soit un rustre, il caressait un projet ambitieux. Il exigeait pour rendre le marteau qu'on lui offrit une jolie femme en échange. La déesse Freya en personne. Loki fut consterné, car Freya, la fille du dieu des océans, n'accepterait jamais d'être traitée ainsi. Déesse de l'amour, cette femme superbe et fière, souvent vêtue d'un simple collier, était convoitée par les plus puissants dieux et admirée de tous les hommes pour sa beauté. Comme prévu, elle s'indigna au point de presque s'en étouffer et de rompre son collier d'or, refusant catégoriquement de vivre aux côtés d'un être aussi grossier que Thrym. Fou de colère, Thor envisagea de détruire le pays des géants. Mais Loki calma son ardeur en lui rappelant que, sans le marteau, il aurait bien du mal à venir à bout de ses adversaires. Thor en convint. Loki et le dieu Heimdall lui recommandèrent plutôt la ruse. Il parvint, non sans peine, à le convaincre de se déguiser en femme, puis de prendre la place de Freya au rendez-vous fixé par les géants. Thor craignait le ridicule, mais il céda quand Loki proposa de l'accompagner en prenant lui aussi l'apparence d'une femme. En ronchonnant, Thor accepta de se prêter à cette mascarade et de se parer des atouts d'une jeune mariée. Voile de lin, diadème, bijoux, on rembourra sa poitrine, on tendit soigneusement le tissu pour masquer un peu ses larges épaules. Un piège grossier, mais Thrym et ses hommes étaient aussi bêtes qu'ils étaient dangereux. Thor, Atlas et Pouk Sacré, et guidé par Loki, partit pour le royaume des géants. Au terme d'un long voyage, ils se présentèrent devant Thrym et son assemblée de brutes. Affamé, Thor oublia son rôle de fiancé et mangea comme à son habitude. Il engloutit un bœuf entier, 8 saumons, toutes les pâtisseries et arrosa le tout de 3 tonneaux d'hydromel. Thrym s'en étonna tout de même. « Je n'ai jamais vu de jeune femme aux dents si aiguisées, ni à l'appétit si effrayant !» gronda-t-il méfiant. Thor, retrouvant aussitôt ses esprits, lui répondit en modifiant sa voix. Freya n'a rien mangé depuis 8 jours, tant elle désirait voir le palais de Thrym. Flatté, le géant se pencha pour embrasser sa fiancée. Mais il recula aussitôt devant le regard foudroyant de Thor. Avant toute familiarité, la mariée exigea que l'on procède à l'échange des cadeaux. Impatient d'en finir, Thrym accepta et présenta enfin le marteau magique à l'assemblée. Alors, plus prompte que l'éclair, Thor rejeta son voile, empoigna l'arme, estourbit tous les géants un à un et démolit leur palais. Puis, sans plus attendre, il courut rejoindre la véritable Freya. Par une nuit sans lune, Thor et Loki s'étaient enfoncés au cœur d'une forêt inconnue, si vaste qu'à la tombée du jour, ils durent s'abriter dans une étrange cabane. Une sorte de grotte dans laquelle débouchaient 5 galeries plus petites. L'obscurité ne leur permettait pas d'en distinguer les contours, mais ils n'avaient guère le choix. Vers minuit, des grondements terribles les réveillèrent. Le lendemain, la tête lourde, Thor découvrit qu'une muraille de cuir barrait la sortie de leur cabane. En déployant toute sa force, il parvint à se frayer un chemin, et il comprit que cette muraille n'était qu'un pan de la veste d'un géant. Ce géant ronflait à poing fermé, ce qui provoquait les terribles grondements qui les avaient réveillés.
Alors Thor regarda sa cabane et comprit. Il s'était abrité dans un gant du géant, posé à même le sol. Thor, qui n'avait peur de personne, empoigna son marteau et frappa vigoureusement le colosse sur la tête. Celui-ci, pensant qu'une mouche l'avait piqué, se réveilla en grognant. Après une brève discussion, il proposa de guider Thor et Loki jusqu'à un château étrange, verrouillé par une lourde grille. Là, ils pénétrèrent dans une immense salle où les attendait une assemblée de géants. Leur chef lança aussitôt une série de défis à Thor. Il dut vider d'un seul trait une grande coupe de bière. Thor avala l'équivalent de plusieurs barriques et pourtant le niveau baissa à peine d'1 pouce. Puis, Thor dut soulever un chat noir. Cela paraissait facile, mais il lui fut impossible de décoller ses pattes du sol. Pour conclure, le géant lui demanda de lutter contre une vieille femme chétive. Thor osa tout d'abord à peine la toucher, puis il la poussa de plus en plus fort sans qu'il lui soit possible de la faire tomber. Excédé par les rires gras des géants, Thor se mit en colère. « Quels sont donc ces sortilèges ?» demanda-t-il. Le chef lui avoua qu'il était magicien. La coupe de bière communiquait avec la mer, expliqua-t-il. Tu ne pouvais donc pas la vider. Le chat n'était qu'une incarnation du serpent des profondeurs. Impossible de le soulever, car il s'enroule autour de la terre. Et la petite femme en noir ? En réalité, c'est la vieillesse elle-même, et personne n'a jamais pu vaincre la vieillesse. Conscient d'avoir été dupé, Thor jeta son marteau à la tête du géant. Mais avant qu'il n'atteigne sa cible, le magicien et le château avaient disparu. Thor dut bien s'avouer vaincu. Provisoirement. De retour de cette expédition lointaine et difficile, Thor, fourbu, parvint sur la rive d'un fjord. Il souhaitait rentrer rapidement chez lui, mais à cet endroit la mer était large, et il distinguait à peine la côte opposée. Pas moyen de passer sans utiliser un bateau. Et Thor n'avait ni son attelage, ni ses boucs merveilleux, rien qui le distingue d'un simple paysan. Il s'apprêtait donc à faire un long détour, quand il aperçut un vieil homme assis sur une barque. Un passeur, certainement. « Ohé, passeur, veux-tu bien me conduire sur l'autre rive ?» cria-t-il de sa grosse voix. L'homme, le visage en partie masqué par une vaste capuche, affirma s'appeler Harbard. Il regarda Thor d'un air méfiant. L'aspect locteux du dieu ne lui inspirait pas confiance. « Pourras-tu au moins me payer ?» Thor se souvint qu'il n'avait plus d'argent sur lui. Pas d'armes non plus, pas le moindre objet de valeur. Seulement des restes de nourriture. « Transporte-moi et je te ferai partager ma bouillie d'avoine et mes harengs, proposa-t-il sans grande conviction. « Tu n'es qu'un vagabond, un vaurien. Passe ton chemin, lui répondit Harbard de plus en plus méfiant. « Je suis le dieu Thor. Je rentre d'une expédition au pays des géants. Si tu me transportes, je te récompenserai généreusement plus tard. » L'homme ne voulut rien entendre, même quand Thor nomma ses amis les dieux. Au contraire, il semblait mépriser de plus en plus cet insolite voyageur. « Tu n'es qu'un voleur de chevaux. Fais donc le tour à pied !» conclut-il en éloignant brusquement sa barque du bord. Thor eut beau protester, le vieillard demeurait au large. Un fou rire secouait les épaules du passeur, qui dissimulait toujours son visage sous le capuchon. Son œil unique pétillait de malice, car Harbard n'était autre qu'Odin lui-même.